Bonjour à tous, nouvelle leçon d'histoire aujourd'hui qui va devoir être saisie en parallèle de la leçon précédente. Alors vous avez sûrement compris qu'avec la leçon précédente qui portait sur la guerre froide, on était passé dans la seconde moitié du XXe siècle. Et cette seconde moitié du XXe siècle, elle est marquée par tout un tas de faits historiques majeurs. Le premier, c'est la guerre froide, on l'a vu. Le second, c'est donc les mouvements de décolonisation. Et notre leçon va porter justement sur ces fameux mouvements de décolonisation. Et je crois que pour bien en saisir tout le sens, toute la portée, tous les enjeux, il faut commencer par réactiver quelques savoirs qui normalement ont été vus en classe de quatrième. Pour faire simple, pour comprendre ce que c'est que la décolonisation, il faut d'abord avoir un minimum de connaissances sur ce que c'est que la colonisation. Donc aujourd'hui, on va commencer par là. Alors, la colonisation que vous avez normalement étudiée en quatrième, c'est quoi? C'est un mouvement par lequel des hommes vont aller occuper intentionnellement un territoire qui n'est pas le leur à l'origine. D'accord? Et ces hommes qui partent occuper d'autres territoires, ils ont une origine commune. Et cette origine commune, c'est quoi? Vous le voyez sur cette carte, c'est l'Europe. Vous voyez que en Europe, on a ce qu'on appelle un certain nombre de puissances coloniales qui vont s'étendre par-delà le monde. Alors, vous savez que la colonisation, quand je dis que vous l'avez travaillé en quatrième, vous l'avez aussi travaillé peut-être normalement en cinquième. Les historiens ils distinguent deux âges de colonisation. Il y a eu une première colonisation, vous savez, à partir de la fin du XVe siècle. C'est lié à la découverte du Nouveau Monde. Vous savez, Christophe Colomb en 1492. Bon, voilà, on l'a qu'en partie sur cette carte, mais comme c'est pas ce qui nous intéresse, je vais pas remonter aussi loin. J'insiste pas là-dessus, mais cette première colonisation, ce premier âge de la colonisation, il était en fait surtout lié à l'économie de, vous savez, les plantations, que vous avez dû travailler quand même en début de quatrième, les plantations, la traite, l'esclavage, bon, toutes ces choses-là, j'insiste pas dessus. D'accord? On considère que ce premier âge de colonisation, il s'achève avec l'indépendance des États-Unis, dont là encore, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous avez normalement entendu parler en classe de quatrième. Nous, ce qui nous intéresse davantage ici, aujourd'hui, c'est le deuxième âge de colonisation. Le deuxième âge de colonisation, en fait, euh, il date du 19e siècle et il est intimement lié à la révolution industrielle. Ça doit vous rappeler quelques petits souvenirs de la classe de quatrième. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les Européens, au 19e siècle, dans un contexte de révolution industrielle, ont ressenti le besoin, la nécessité d'aller s'installer sur d'autres territoires hors Europe? En fait, la première chose, c'est que ils ont besoin de matières premières. Des matières premières, pour certaines qu'ils ont déjà en Europe mais qui s'essoufflent rapidement, et pour d'autres qu'ils n'ont pas en Europe et qui donc ils vont aller chercher ailleurs. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que nos Européens, ils ont aussi besoin d'écouler tous les produits qu'ils fabriquent en Europe dans ce contexte de révolution industrielle. Donc du coup, aller s'installer sur d'autres territoires ailleurs dans le monde, c'est créer un débouché pour ces produits qui sont faits en Europe. Donc voilà, vous avez très rapidement une explication majeure de ce phénomène de colonisation au XIXe siècle. Posons-nous la question, la colonisation, c'est qui? Vous voyez qu'on a différents empires coloniaux, ce qu'on appelle des empires coloniaux. La métropole coloniale, c'est le territoire d'origine de, des colons, c'est-à-dire ceux qui partent s'installer ailleurs. Les colonies, c'est les différents territoires sur lesquels ils s'installent. Vous voyez que les Européens s'installent avant tout en Europe, en Afrique, excusez-moi, et ils s'installent aussi en Asie, surtout en Asie du Sud et du Sud-Est. Et les principaux empires coloniaux, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez bien que le rose ressort beaucoup, le rose correspondant au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s'est beaucoup étendu en fait en Afrique centrale et en Afrique australe, mais surtout en Asie du Sud et du Sud-Est. Le deuxième principal empire colonial, c'est la France, qui s'installe beaucoup en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, mais qui s'installe aussi avec une colonie très importante en Asie du Sud-Est. C'est la fameuse Indochine, sur laquelle malheureusement j'aurais pas trop le temps de revenir dessus.
Donc, bon, il y a d'autres empires coloniaux, hein, on est d'accord. Vous voyez qu'il y a l'empire allemand. D'ailleurs, ça mérite peut-être que j'en parle un petit peu de l'empire allemand. Vous savez que l'empire allemand, en fait, dans un premier temps, il s'est pas trop intéressé à ce mouvement de colonisation, il n'y a pas trop été intégré. Et l'Empire allemand, non, enfin l'Allemagne, en fait, dans son histoire, au 19e siècle, elle a d'autres préoccupations. Sa première préoccupation, c'est celle de devenir un État-nation, de s'unifier. Vous voyez, parce que l'Allemagne, au début du 19e siècle, c'est un État qui est assez fragmenté, je dirais. Et à la fin du 19e siècle, l'Allemagne qui a développé sa puissance, rappelez-vous, on en a parlé en début d'année, hein, notamment par une guerre contre la France au sujet de l'Alsace-Lorraine. Et bien dans cette continuité, dans cette dynamique, l'Allemagne va avoir envie de participer à ce mouvement de colonisation. Le problème, c'est que pour l'Allemagne, il reste pas beaucoup de territoire. En fait, hein. Et donc l'Allemagne organise une conférence. Cette conférence, elle a lieu à, à Berlin. Vous en voyez ici une gravure avec le chancelier Bismarck, d'accord. Elle organise donc une conférence à Berlin pour participer, pour avoir sa part du gâteau africain, hein. Et durant cette conférence, il y aura donc des négociations entre les grandes puissances européennes qui vont se repartager l'Afrique. L'Allemagne obtient un certain nombre de territoires en Afrique. Donc vous voyez, pourquoi est-ce que je vous souligne cet exemple-là? D'abord, d'une part, c'est pour vous montrer que la construction d'empires coloniaux, c'est un processus qui a été progressif. Vous voyez. Et dans un second temps, je veux vraiment que vous compreniez par là que l'Europe se partage le monde en quelque sorte. À cette conférence de Berlin en 1884-1885, on se partage le monde. On trace des frontières avec une épée, avec une règle et un stylo. Vous voyez, je caricature un petit peu, mais dans le fond, c'est pour que vous compreniez mieux. D'accord. Alors, vous le savez, hein, à l'issue de la Première Guerre mondiale, le fameux traité de Versailles, l'Allemagne perd ses colonies, mais pour autant, ces colonies, ces territoires ne deviennent pas indépendants. C'est en fait d'autres puissances européennes qui vont en récupérer la possession, notamment la France et toujours le Royaume-Uni. Donc voilà, ça me semblait intéressant d'être souligné. Alors, très rapidement, il ne faut pas que j'insiste trop longuement dessus. Quels sont les objectifs de la présence européenne ailleurs dans le monde? J'en ai déjà souligné un, je ne vais pas revenir dessus, c'est l'objectif économique. D'accord? Premier objectif, c'est donc d'aller chercher des matières premières qu'on n'a pas ou qu'on a moins en Europe pour satisfaire le besoin de l'industrie, les besoins de l'industrie. Mais aussi, il s'agit de se créer un débouché commercial, c'est-à-dire de pouvoir vendre les productions que l'on réalise en Europe. Vous avez un deuxième objectif qui est particulièrement important. C'est un objectif de nature politique et qui est sous-tendu en fait par la notion d'empire en elle-même. D'accord. Nous sommes encore dans une période dans laquelle à l'empire correspond l'idée de puissance, si vous voulez. Avoir un empire, c'est montrer à l'ensemble de l'Europe toute sa puissance. Et rappelez-vous, on en avait parlé en tout début d'année, dans le contexte pré-Première Guerre mondiale, hein, à la fin du 19e, début du 20e, on a des puissances européennes qui sont en concurrence les unes avec les autres. Et avoir un empire, dans ce contexte-là, ça a du sens. C'est dire à l'ensemble du monde à quel point on est puissant. Pour autant, vous avez certaines colonies qui sont justifiées par un seul argument sécuritaire. Par exemple, vous voyez, le Royaume-Uni va justifier sa présence dans certaines parties de l'Afrique en expliquant que, en fait, être présent en Afrique, ça lui permet de sécuriser la route, les routes, d'accord, vers sa colonie la plus importante, qui est l'Inde aujourd'hui, hein, et qui à l'époque ça s'appelle plutôt les Indes orientales, hein, les Indes britanniques orientales. Mais bon, peu importe, n'insistons pas dessus. Donc vous voyez, on a d'abord un objectif de nature économique, on a ensuite un objectif de nature politique, et le troisième objectif, vous le comprenez avec ce document ici à ma gauche, c'est un objectif de nature, comment dire, le mot est à mettre entre guillemets, civilisatrice. Vous voyez, les Européens s'étendent dans le monde en expliquant que, avec leur arrivée, vient aussi la civilisation. Il y a une idée chez les Européens
qu'ils forment la race blanche, une race supérieure qui vient amener le progrès à toutes ces races inférieures d'Afrique et d'Asie. Et ce qui est assez étonnant, c'est pour ça que j'ai choisi ce document-là, c'est que cette idée de race supérieure, race inférieure, bah vous voyez, on la met dans la tête jusque dans les têtes en fait des élèves les plus jeunes, puisque vous avez ici un manuel scolaire, quoi. Vous voyez? Donc voilà, il y a vraiment l'idée pour les Européens qu'ils viennent amener le progrès, le développement, la civilisation à des peuples qui en auraient besoin. Et derrière cette idée-là, ben, ça va justifier le statut d'inégalité profonde dans lequel vont être enfermées ces populations-là. On va, on va expliquer, hein, on va dire que si ces populations ont moins de droits que les Blancs, ben, c'est assez temporaire. L'idée, c'est de passer par une période en fait transitoire durant laquelle ben, on va leur apporter le progrès pour leur permettre de s'élever au niveau peut-être des races blanches. Vous voyez. Donc voilà tous les objectifs, tous les arguments qui entourent la colonisation de ces territoires africains et asiatiques. Vous vous doutez bien que avec les bouleversements, mais je vais y revenir un petit peu plus tard dans la leçon, donc je ne vais pas trop insister là-dessus maintenant, avec tous les bouleversements de la première moitié du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, ben, tous ces territoires, toutes ces populations vont comprendre que finalement, la métropole, leur métropole, le colonisateur n'est pas aussi puissant, invincible que ça. Et mieux encore, vous avez toutes ces populations, de nombreuses de ces populations-là, qui vont participer directement à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale, d'accord, pour aider ben, leur métropole coloniale. Vous vous rappelez certainement, on avait par exemple parlé des fameux tirailleurs sénégalais. Et donc, ben, à l'issue de ces conflits, ces populations-là vont attendre de leurs colonisateurs une ouverture de leurs droits. On ne parle pas toujours, on ne parle pas souvent même d'indépendance. Ils attendent surtout une ouverture de leurs droits, une meilleure égalité de statut. Vous voyez. Et le colonisateur s'y refuse, repousse toujours l'échéance. D'accord. Et donc on a des mouvements indépendantistes qui vont se structurer et qui vont faire que dans la seconde moitié du XXe siècle, ces territoires-là vont chercher à obtenir leur indépendance. Et très schématiquement, on peut considérer que cette indépendance, elle s'obtient de deux manières. Soit de façon pacifique, par la négociation, soit par la guerre. D'accord. Le colonisé se retourne par la guerre contre le colonisateur. Pour autant, dans les deux cas de figure, il y a systématiquement ou presque de vraies violences sur lesquelles, évidemment, on reviendra. Alors, vous allez me noter l'introduction et le plan grâce à l'ENT, hein, j'insiste pas là-dessus. Je voudrais simplement ouvrir sur une colonie particulière qui est l'Algérie française. Hein. Là, je suis très limité, j'ai 1 minute 30 pour vous expliquer comment les Français se sont installés ici. Alors, je vais le faire très rapidement, d'accord? Et c'est lié à la Révolution française. Pendant la Révolution française, si vous voulez, le territoire algérien a fourni du blé aux Français, d'accord? Et le paiement n'a pas été produit. Et donc, dans les années 1820, le gouverneur de l'Algérie, en fait, l'Algérie appartient à cette époque-là à l'Empire turc, ben, il convoque le consul de France en Algérie. Le consul de France est le représentant du gouvernement français dans un territoire étranger, ben, pour lui demander des comptes. Et il se rend bien compte que, justement, ben, les Français, c'est toujours de repousser, de tarder le paiement, vous voyez. Et donc, il se fâche et il lui donne un coup de chasse-mouche dans le nez. Vous voyez, c'est considéré comme une insulte terrible par ce consul de France, mais aussi par le gouvernement français, la France étant à l'époque une monarchie. Et cette monarchie, en 1830, elle est dans une situation un petit peu délicate. Pourquoi? Parce que ben, elle essaie de cumuler toujours plus de pouvoir, de revenir vers un modèle absolutiste, ce dont les Français n'ont pas du tout envie. Et donc, la monarchie se dit que par une conquête d'un nouveau territoire, elle pourrait rehausser son prestige, vous voyez.
Et donc la réponse qui est donnée à ce petit coup de chasse-mouche, hein, vous l'aurez compris, c'est une anecdote un petit peu croustillante. Hein. En fait, la vraie raison de la présence française en Algérie, ben, c'est l'envie de restaurer le prestige de la monarchie, ce qui ne va pas du tout marcher, puisque même si la France conquiert très facilement l'Algérie à l'été 1830, le pouvoir n'a pas le temps d'en profiter, puisque le peuple se révolte et le chasse.